Bonjour et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Si vous avez des questions de droit qui vous turlupinent, pas de panique, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions en droit du travail, droit de la famille, fiscal, société, commercial, tout ce que vous souhaitez en tout cas savoir. Nos avocats y répondent. Notre équipe d'avocats de choc que vous commencez à connaître maintenant est là. On va commencer par présenter Maître Sylvia Spalter. Bonjour Sylvia. Merci de m'avoir invité encore aujourd'hui. Avec grand plaisir et grand plaisir. On va parler avec vous dans quelques minutes du droit commercial, droit économique, on va dire, de manière générale. Oui. Là, on sera plutôt un peu sur le terrain de mon voisin, puisque est-ce que un sac peut être une œuvre de l'esprit? Bon, certainement pour les femmes. Parce qu'elles adorent les sacs à main. Nous, on s'en fiche autant. Mais en temps, quand même, je pense. On en revient dans un instant. En face de vous, il y a notre avocat fiscaliste, Maître Joseph Suissa, avocat barreau de Paris également. Bonjour Joseph. Bonjour Yves, toujours au poste, fidèle au poste. Fidèle au Voilà. poste, toujours avec une question fiscaliste dans un instant. Et le fiscal, finalement, c'est pas forcément quelque chose de très comme ça, pompeux, qu'on ne comprend pas. On arrive à le vulgariser un petit peu quand même. Hein. Alors on essaie de le rendre un peu intelligible, un peu agréable, j'ai envie de dire entre guillemets, mais bon, Ouais. C'est pas évident quand même. Hein. Pas tous les jours en tout Peut-être cas. qu'il y a des gens qui payent leur impôt avec le sourire. Ça doit exister, en tout cas, je ne sais pas. Oui, sûrement. peut-être en Suisse, peut-être. Oui, Oui, c'est ils sont ça. contents Voilà. d'en Ceux-là, payer par très peu. contre, oui. Et finalement, les plus gros chèques sont ceux qui ont le plus plaisir, c'est qu'on en a plus derrière encore. Alors c'est vrai, quand on gagne C'est vrai. beaucoup d'argent, on paye beaucoup d'impôts. C'est une logique. Face à vous, il y a notre avocat en droit social, droit du travail, Maître Dalia Arfi El Kaïm. Bonjour Dalia. Bonjour Yves, je suis ravie de vous retrouver. Mais nous sommes ravis d'être avec toi, ma chère Dalia, avec une question de droit du travail également, parce que beaucoup de gens nous regardent, ont peut-être des petits soucis avec leur employeur, leur boulot, leur job, et c'est toujours bon d'être conseillé, hein, c'est vrai. Ça. Il y a Il beaucoup vaut de mieux. contentieux En droit du en travail, droit il vaut mieux quand même, Ouais, hein. c'est vrai, hein. C'est beaucoup de dossiers, beaucoup de problèmes. Mais enfin, on essaie de les résoudre, en tout cas de dénouer les problèmes. Face à vous, ma chère Dalia, il y a notre avocat en droit de la famille, Maître Sonia Sanzalone. Bonjour Sonia. Bonjour Yves. On était un petit peu sur notre fin côté blague la semaine dernière. On espère qu'il y a une petite blagounette que vous nous avez préparée cette semaine. Vous essayez de faire en sorte que j'en fasse pas de cette manière-là, ça ne marchera pas. Ah là là, je n'arrive Ça ne marchera jamais, je pas. n'arrive pas à l'avoir. On va parler peut-être un petit peu de divorce aujourd'hui. On a des questions en droit de la famille qui nous arrivent très nombreuses. Hein. Beaucoup de gens, évidemment, ont des problèmes de couple aujourd'hui. On parle d'un divorce sur deux, c'est vrai, ça, c'est à peu près toujours les chiffres. Bah, il faut, sinon que faisons-nous? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est une logique implacable. Il faut bien faire vivre quand même les avocats en droit de la famille, c'est vrai. C'est un hein. petit peu votre Hein, fonds de commerce. c'est vrai, bah oui, c'est vrai. Comme je vous comprends, Sonia. Et face à vous, nous avons notre avocat en droit de la propriété intellectuelle, notre beau gosse, voilà, Bonjour, cheveux longs, voilà, Boris Calvadjian, notre avocat barreau de Paris. Bonjour Boris, ça va? Oui, très bien, merci. En pleine forme. Boris qui a une super vidéo sur son site internet, hein, je vous invite à la regarder. Très moderne, Ouais. très branché. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, Ah ouais, j'aime bien. jolie vidéo fait avec des réalisateurs de talent. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est très chouette. C'est très chouette. On va aller voir Oui, sur son on site. va aller hein. voir. Tout sera mis dans le générique. Allez, on va commencer par Sylvia Walter avec une première question qui nous a été adressée par Internet. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, bien sûr, à poser à nos avocats, très simple, www.avocat.net. Il y a un petit formulaire à remplir. Vous envoyez votre question et peut-être, si votre question est sélectionnée, on y répondra ici sur le plateau. Alors, on va parler de sac à main. On a tout de suite mis un petit peu au parfum à tous ceux qui nous regardent avec cette question très précise. Écoutez bien, je fabrique des sacs que je conçois et vends moi-même. Hein, il y a beaucoup d'artisans qui le font. Mais je viens de voir le même sac identique chez une grande enseigne. Que puis-je faire? On a piqué son idée, on a piqué son sac, Sylvia. Qu'est-ce Oui, que c'est que ça? alors, premier point, une idée n'est pas protégeable. Ah, Ça commence pas bien. merci. Au revoir, à bientôt. Ça ne commence pas bien. Un sac peut-il bénéficier d'une protection au regard du droit d'auteur, qui fait que, effectivement, j'ai des droits personnels et privatifs et personne ne pourra le reproduire sans mon autorisation. Quelles sont les conditions pour qu'un sac puisse bénéficier de la protection des droits d'auteur instituée par le Code de la propriété intellectuelle? C'est assez compliqué et je dois vous dire qu'aujourd'hui, la jurisprudence, les tribunaux sont de plus en plus sévères, restrictifs pour apprécier le caractère nécessaire d'originalité du produit. Et en matière de mode, cela devient extrêmement compliqué de pouvoir établir l'originalité qui ne se confond pas, alors c'est un peu compliqué avec la nouveauté, parce qu'on considère qu'en matière de mode, l'association d'éléments communs, du fond commun de la mode, peut néanmoins, par la combinaison, devenir un produit original bénéficiant de la protection du Code de la propriété intellectuelle. Parce qu'il regroupe plein de caractéristiques différentes et donc ça en fait Mais un produit c'est unique. l'association Ouais. qui, par elle-même, rend le produit, original.
Ça devient extrêmement difficile et malheureusement, les expériences que nous vivons devant les chambres spécialisées, parce qu'il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, un certain nombre de tribunaux en France ont été désignés comme étant seuls compétents pour apprécier les questions en matière de propriété intellectuelle, sont tout à fait, je dirais, circonspects sur le caractère d'originalité en matière de produits de mode. Ceci étant, Ouais, c'est quand même faisable de il faire faut, reconnaître son produit. Parce voilà. que là, vous vous inquiétez Voilà. certains de ceux qui nous regardent. On peut, dans certains cas, mais vraiment, il faut démontrer, c'est la formule magique, l'empreinte de son auteur, ce droit particulier, cette réalité de création. Et je dois vous dire quand même que c'est un exercice, je parle sous votre contrôle puisque vous êtes un spécialiste, c'est un exercice extrêmement complexe. Si on peut démontrer effectivement que l'on a créé et que cette œuvre est originale, on pourra se battre. Sauf à ce que la partie qui est en face de vous puisse démontrer que, antérieurement à votre propre idée, elle avait déjà elle-même conçu ce même produit, qu'elle l'avait déjà commercialisé, éventuellement fait protéger, et peut-être même avec un dépôt de dessin. Si c'est le cas, c'est foutu, fini. comme on dirait. Oui, C'est fini. sûr. Mais on peut aussi se trouver face à un produit de mode qui est commercial, qui plaît aux consommatrices, aux clientes, et qui pour autant n'a pas les caractères suffisants d'originalité. Est-ce pour autant qu'on est privé de tout moyen? Non, on n'est pas privé de tout moyen si l'on peut démontrer que ce produit est un produit dit phare de la production de sacs que l'on a, si l'on peut démontrer que pour ce produit, on a investi pour le faire connaître par les journalistes, que l'on l'a présenté, que donc on a fait un travail, que ce travail de communication et d'investissement, et bien finalement, cette grande enseigne qui a remarqué peut-être dans quelques magazines un peu confidentiels de mode votre produit et qui l'a fait fabriquer on peut dire des choses en Chine à grande échelle, eh bien peut-être cette grande enseigne s'est mise dans votre sillage et a profité effectivement des investissements que vous avez faits, du travail que vous avez fait. Et alors là, vous allez changer, vous n'allez plus aller devant ces fameux tribunaux qui sont seuls compétents, les tribunaux civils en matière de droit d'auteur. Vous allez aller devant le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 1382 d'un comportement fautif, sur la concurrence déloyale, soit par confusion, soit par qu'on appelle acte de parasitisme, c'est-à-dire vous êtes mis dans le sillage d'autrui. Mais si vous êtes un petit artisan, je ne suis pas certaine que vous pourrez justifier des investissements, de la notoriété suffisante de votre produit. Et là, on tombe sur le droit commun et c'est plus compliqué de se défendre. C'est tout à fait compliqué. Donc, il faut voir en tout cas dans quelle situation on peut se trouver, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Sylvia. C'est vrai que ça peut poser problème, donc on ne peut pas protéger une idée, mais alors, bon, on essaie de pas faire la création vraiment très originale. Oui. Merci beaucoup. Alors, peut-être, on peut avoir également une incidence fiscale si on arrive finalement à faire valoir ses droits et on gagne beaucoup d'argent, on va peut-être payer beaucoup d'impôts. Et quand on paye beaucoup d'impôts, on va voir Maître Suissard. C'est pas de ma faute. Hein, c'est pas de votre faute. Hein, mais bon, en tout cas, beaucoup de gens s'interrogent sur la fiscalité, posent des questions. On essaie de répondre dans cette émission de manière très concrète, comme on a fait à l'instant avec Maître Malter. Vraiment, on essaie d'apporter des réponses accessibles à vous tous. Alors, question pour vous, cher Maître Suissard, Joseph. Envoyez, mais c'est pas moi qui vous l'ai envoyé, ne me remerciez pas, c'est notre téléspectateur qui nous demande j'envisage de vendre mon appartement, comment sera imposée la plus-value immobilière? Je pense que vous parlez en fait de la résidence secondaire. Je ne parlais parce que vous savez très bien, j'en suis sûr, que la résidence principale, elle, est totalement exonérée. Enfin, pour le moment. Ouais. Pour le moment, elle est exonérée. Je le dis doucement pour ne pas donner de mauvaises idées à nos gouvernants. Non. Donc je le dis doucement. La résidence principale est totalement exonérée, et à la fois de plus-value et à la fois de prélèvements sociaux. Alors pour le reste, la résidence secondaire. On n'y comprend plus rien. Plus rien. Puisqu'à l'époque de notre ami président Sarkozy, c'était 15 ans. Donc au bout de 15 ans, c'était formidable, on était exonéré de plus-value quand on vendait sa résidence principale. Donc, finalement, avant de partir... on vendait, on n'avait pas de, on payait pas de plus-value. C'était je dirais, le premier volet du mandat Sarkozy. Et puis après, il nous a laissé un héritage, notre ami Sarkozy. Il nous a dit, maintenant, c'est plus 15, c'est 30. Il nous a laissé un petit cadeau. Maintenant, c'est plus 15 ans, c'est 30 ans.
C'est un beau cadeau. C'est Un cadeau de 15 ans. Voilà, donc il fallait attendre 30 ans. C'est pas la limite 30 ans, mais c'est le cadeau de 30 ans. C'est le cadeau empoisonné de 30 ans. Ouais. Et finalement, donc il fallait 30 ans pour être exonéré totalement de plus-value et de prélèvements sociaux. Notre nouvel ami, puisque c'est notre nouvel ami au moins pendant 5 ans. Vous avez beaucoup d'amis, hein. Voilà, Vous avez énormément d'amis. Bah, écoutez, je préfère faire le président de la République. Je préfère les avoir comme amis parce que, C'est sûr. vu les pouvoirs qu'ils ont, il vaut mieux que ce soit mes amis. C'est vrai. Alors, notre ami donc, François Hollande a dit, mais finalement, ce ne sera plus 30 ans, ce sera 22 ans. Bon, très bien. Mais, subtilité, depuis le 1er septembre 2013, toutes les ventes qui vont être instrumentées par un notaire, et jusqu'au 31 août 2014, il y aura un abattement supplémentaire de 25%. Vous comprenez, d'accord? Donc, 1er septembre 2013, prenez des notes, hein, parce que c'est 31 comme août le passé de 2014, Vous mettez d'abord vous 22 avez un ans. abattement supplémentaire de 25%, mais Vous êtes uniquement abattu. sur... Voilà, Très abattu. Vous êtes abattu, mais là, vous êtes abattu. Donc, simplement sur la plus-value. Parce que les prélèvements sociaux, non, c'est toujours 30 ans. Alors, jusque-là, c'est simple. Maintenant, il y en a effectivement qui veulent vendre, mais qui n'ont pas atteint cette durée de 22 ans. Alors, il faut savoir, c'est très simple, je vais vous la faire courte et simple. À partir de la 5e année, vous avez un abattement de 6%. Donc, tous les ans, vous gagnez 6% sur l'impôt à payer. Et au bout de la 21e année, vous avez 4% de plus. Et à ce moment-là, vous arrivez à un total de 100%. Donc c'est formidable. Donc, en fait, quand on est dans le temps, on arrive à combien Au finalement bout de 22 ans, on paye zéro. Au bout de 22 ans, on paye zéro. Mais à partir de jusqu'à 5 ans, on paye plein pot. À partir de la 6e année, vous avez un abattement de 6% tous les ans. Donc l'impôt à payer est diminué de 6%. D'accord. Ça, c'est effectivement uniquement concernant l'imposition. Par contre, la plus-value, c'est toujours 30 ans. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. J'ajoute que c'est quand même pas neutre, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même une plus-value qui est imposée à 19% et des prélèvements sociaux à 15,5%, ce qui nous fait un total de 34,5%. 34,5%. Eh ben, dis donc, Voilà, ça fait quand même une sacrée somme. 34,5%. Ouais. Voilà, donc bien sûr, donc évidemment, ce sont tous les amis des gouvernants. Quand on leur verse 34,5% de la vente de notre résidence secondaire, C'est un bon ami. ils sont contents. C'est un ami très cher. Voilà, c'est un ami Exactement. qui vous coûte cher en tout cas. Merci beaucoup, Joseph Suissa, donc pour cette explication assez claire quand même pour s'y retrouver, parce que c'est vrai qu'avec la fiscalité qui bouge beaucoup en ce moment, on a besoin quand même d'avoir des conseils et de savoir où on en est, parce que les gens ne savent plus. C'est vrai, on reçoit des questions. Ça change on tous les comprend jours. que les gens ne Ça savent change plus. tous les jours. Exactement. Donc, Alors revenez demain pour voilà, éventuellement. Et s'inquiète. Oui, c'est vrai, parce que c'est bon, ça grève le La sécurité budget. fiscale, c'est la pire des choses. nous sommes devenus des à tous les pigeons. niveaux. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va recouler avec quand même notre avocat en droit social, maître Dalia Arfi El-Kaïm, qui vient régler les problèmes, telle une Zorro, j'ai envie de dire, du droit du travail, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées également par nos téléspectateurs sur www.avocat.net, questions droit du travail, et c'est vrai qu'on a souvent des petits litiges avec son employeur. Par exemple, question suivante, puis-je réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour avoir traité des appels et des textos en dehors de mes heures de travail? Concrètement, ça arrive souvent. C'est vrai que votre employeur vous pose des questions, mais c'est fini l'heure. Mais allez, on va répondre. Mais est-ce qu'on peut les compter comme heures sup, ça? Tout dépend qui pose la question, mon cher Yves. Parce que si nous avons affaire à un cadre dirigeant, c'est-à-dire à un cadre qui perçoit les rémunérations la plus haute de ce qui se pratique dans l'entreprise, qui bénéficie d'une grande indépendance dans son emploi du temps et qui participe activement à la politique managériale de l'entreprise, eh bien, un tel cadre n'est pas soumis à la législation sur le temps de travail et par conséquent, il n'est pas concerné par votre question. D'accord, parce qu'il faut avoir des heures de travail. Il faut être soumis à la législation sur le temps de travail pour pouvoir se poser la question. Alors pour tous les autres, effectivement, la question mérite. Quand même. Voilà, la question mérite d'être posée, d'autant plus quand c'est l'employeur qui fournit soit l'ordinateur, soit le smartphone. Qui permet effectivement, qui est un outil de travail pour le salarié. Et ce genre d'outil peut constituer un moyen de détourner la législation sur le temps de travail. Parce que quand on a travaillé 35 heures, c'est quand même très encadré. Et on rentre à la maison, on n'a pas forcément fini. Effectivement, on peut recevoir pas mal de messages de la part de son employeur. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? La Cour de cassation a été très claire sur la question. Le fait d'utiliser, en dehors de son temps de travail, son téléphone professionnel, son ordinateur professionnel, c'est considéré comme l'exécution de son contrat de travail. Ouais. J'ai en tête un arrêt de la Cour de cassation de 2009 qui concernait un éducateur spécialisé qui recevait, à défaut de permanence téléphonique organisée par sa structure, recevait tous les appels des jeunes chez lui
lui à son domicile et en plus ne pouvait pas bouger. Oui, c'est ça. Et là, dans ces conditions, on lui a pratique. carrément appliqué le régime de l'astreinte prévu par le Code du travail en disant celui-là, il restait à la disposition de l'employeur. Et dans ces conditions, effectivement, il a droit à indemnisation. Alors, il faut quand même nuancer. Parce que quand on est salarié et qu'on dit, voilà, j'arrive devant le Conseil des prud'hommes et j'ai énormément de mails, énormément de textos, et moi, je veux réclamer des heures supplémentaires. Ouais. Il y a quand même une double condition. D'abord, cette preuve ne se suffit pas à elle-même. La preuve est libre devant le Conseil des prud'hommes, on ne le rappellera jamais assez. Et donc, c'est un commencement de preuve, mais cela ne suffit pas. Il faut compléter par des attestations de témoins. Tout peut être admis, donc des tickets de parking peuvent faire Tout ce qui l'affaire. peut montrer qu'on a Voilà. travaillé à un horaire autre que son horaire de travail, En mais plus de son pour horaire, voilà, l'employeur. qu'on a dépassé l'amplitude Ouais. maximale autorisée. Ouais. Et donc, ça peut venir en complément, mais ça ne se suffit pas. Ouais. Et ensuite, il faut avoir agi à la demande expresse de l'employeur. Il faut que ça corresponde à une commande. C'est-à-dire que si vous vous embêtez le dimanche, que vous êtes à la maison, que vous ne savez pas quoi faire, et vous dites, bon, je vais arrive à m'avancer tous. un petit peu, je m'ennuie, je vais traiter mes mails, je vais m'avancer un petit peu. Là, il n'y a pas de demande expresse de la part de l'employeur. Ça va être plus difficile à faire passer que si, une fois fini votre journée de travail, vous arrivez à la maison, qu'il est 22 heures passées, que vous recevez une demande de reporting pour le lendemain matin, 8 heures, là, effectivement, nous avons matière à réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Il faut avoir été sollicité par Il son faut avoir employeur et été- ne pas il faut avoir spontanément été évidemment, travailler. sollicité. Parce qu'on peut rien demander. Non. On peut aller au-delà. Le Ouais. caractère répété peut être constitutif de harcèlement. J'ai en tête des cas de salariés qui étaient en congé ou carrément en arrêt maladie et qui recevaient de façon répétée des demandes de la part de l'employeur. Donc là, bien évidemment, on est au-delà de la demande du paiement des heures supplémentaires et on peut réclamer une indemnisation au titre du préjudice subi. Et j'en terminerai par un point qui me paraît important. Un employeur n'est pas en droit de licencier un salarié ou de lui adresser une sanction telle une mise à pied s'il refuse de répondre parce qu'il est en vacances ou que c'est le week-end ou que c'est le soir très tard, sauf naturellement quelques cas extrêmement exceptionnels. Vous êtes sur la plage et on vous téléphone. Où est le code de sécurité pour pouvoir accéder à l'ordinateur ou au Sous ma serveur? serviette. C'est sûr que si vous répondez en disant « je suis en vacances, j'en ai rien à faire » et que c'est une question vraiment vitale pour l'employeur, on peut être dans le cadre de la non-exécution de l'obligation de loyauté de tout D'accord. salarié vis-à-vis de son employeur. Et là, ça peut justifier un licenciement. C'est une question de dosage, évidemment. Voilà, Il ne faut donc pas c'est que ça soit vraiment- exagéré. Et puis, c'est vrai qu'on ne peut pas vous obliger à travailler en dehors du travail. Donc ça, c'est vrai que c'est important. On a C'est peur une- des fois de se faire licencier. On dit, oui, si je ne réponds Tout pas, à il va fait. m'en vouloir. Mais on est garanti, en tout cas, sur le résultat au cas d'un prud'homme. Tout à fait. Merci beaucoup, Dalia. C'est intéressant, hein, c'est vrai. Hein. Bon, voilà, on apprend des choses dans cette émission. C'est le but. Avocat.net pour répondre à toutes vos questions. Après le travail, on rentre chez soi, on est en famille, justement. Et le droit de la famille, eh ben, quand on a une famille, ah ben, c'est Maître Sonia Sanzalone qui s'en charge. Avec les divorces, mais pas que. On ne parle pas que de divorce dans cette émission en droit de la famille, mais quand même, on a beaucoup de questions qui proviennent de téléspectateurs qui se posent la question sur des séparations, en tout cas. Alors, question qui vous a été adressée. Mon mari et moi, nous séparons et nous avons 2 enfants qui ont 3 et 6 ans, donc des enfants en bas âge. Mon mari va demander la garde alternée, mais je m'y oppose, notamment parce qu'il vit à 45 minutes de chez moi. Bon, alors a-t-il une chance de l'obtenir, cette garde alternée? En gros, c'est quoi les conditions de la garde alternée? Est-ce que le fait d'habiter à 3/4 d'heure, ça peut nous empêcher de l'obtenir? Alors, c'est une excellente question. Alors, le fait d'habiter à 45 minutes l'un de l'autre peut et en même temps n'est pas suffisant ou nécessaire pour accepter ou refuser. Parce qu'en fait, voilà un couple marié, c'est très bien de se marier, hein, ça permet de divorcer. Donc, Oui, bon, c'est ça, on a bien est compris que d'accord. ça marchait les Hein, avocats. voilà. On a bien compris le message. Enfin, en plusieurs audiences, hein, parce que les gens non mariés se séparent aussi, mais en une audience, hein, donc c'est moins bien, n'est-ce pas? Donc la garde alternée, ils ont 2 enfants qui ont 3 et 6 ans. A priori, il y en a un qui est scolarisé, donc maternelle, un autre à l'école. On peut supposer que l'école va être au même endroit, et ça va être le point central pour décider de la garde alternée. Parce qu'en fait, garde alternée, ça veut dire en général une semaine chez le père, une semaine chez la mère, et donc ça signifie que pour l'enfant, il ne doit pas se trouver une semaine à être sorti du lit à 6h30 et une semaine à être sorti du lit à 9h moins le quart. Pour aller à C'est ça, l'école si surtout. elle est loin. Ouais. Voilà, c'est surtout ça l'ambiguïté. Donc, le fait que monsieur et madame habitent à 45 minutes, alors, est-ce qu'ils habitent en campagne et c'est 30 km? Est-ce qu'ils habitent chacun dans Paris, l'un au nord, l'autre au sud? 45 minutes aussi, mais on ne parle pas des mêmes distances. Dans certains quartiers, c'est même la même rue, mais 45 minutes, parce que pour les faire le matin, ça Voilà. peut exister. Donc, voilà, donc on va raisonner en fait en temps de confort pour les enfants, entre guillemets. C'est-à-dire comment va être organisée la semaine pour les enfants vis-à-vis du temps
lever le matin, rentrer le soir. Donc, est-ce que monsieur a un travail qui va lui permettre quand même d'amener ses enfants, même si l'école est à 10 minutes pour lui, de les amener sans les mettre à la garderie, de rentrer le soir et d'avoir une babysitter ou autre qui les récupère? Est-ce que madame aura les mêmes conditions? Donc, vous voyez, en fait, la question qui est posée est une des questions, mais c'est franchement pas la seule. En fait, le juge, pour accepter, puisque là, on est dans le cas où ça va être tranché par le juge, visiblement, on est dans le cas des époux qui ne sont pas d'accord. Hein. Et on va trancher en ferme en temps de confort pour les enfants et de rythme de travail des parents, de savoir si les parents ont un rythme qui va leur permettre d'assurer le même confort, on va dire, aux enfants qui habiteraient chez le père et chez la mère. Moi, si j'ai un conseil à donner à ce couple et au conjoint qui n'est pas d'accord pour la garde alternée, c'est de ne pas vouloir régler ses comptes à travers la garde alternée et de s'apercevoir qu'un enfant, pour être bien dans sa peau, il a besoin de ses deux parents et que la garde alternée, c'est un bon moyen de garder un bon contact avec chacun des deux et que chacun reste responsable de la merveilleuse petite chose qu'il a mise au monde, qui est son enfant. Voilà. C'est une belle conclusion, hein, bravo, hein, j'ai presque envie de vous applaudir. C'est vrai qu'on oublie parfois un peu l'intérêt de l'enfant et c'est vrai qu'on se sert d'eux un peu comme bouclier ou en tout cas comme boomerang, parfois aussi contre le conjoint. Merci beaucoup pour rappeler ces conditions. Donc, c'est très relatif la notion de 45 minutes de trajet, il faut que ça soit effectivement quelque chose de pratique pour l'enfant, parce que l'école peut être finalement entre les deux et ça peut ne pas trop changer l'habitude de l'enfant. Merci beaucoup, ma chère Sonia Sanzalone, avocat en droit de la famille. Dernière question avec notre avocat en propriété intellectuelle, nouvelles technologies, notre avocat barreau de Paris, maître Boris Calvadjian, avec une question qui nous a été envoyée par un téléspectateur. C'est pas toujours des mannequins qui nous écrivent pour vous, Boris. C'est pas toujours la fête quand même. Hein. Ah, bah, il faudrait laisser un peu aussi pour les autres. Hein, voilà, il n'y a pas de raison. Alors, écoutez bien cette question. Mon image a été diffusée sans mon autorisation sur les réseaux sociaux. Que puis-je faire? Alors là, ça, c'est quelque chose qui doit arriver assez souvent parce qu'on fait un clic droit, on pique l'image, enregistrer sous, on la balance ailleurs et voilà. Bon. Ce n'est pas parce que c'est facile de le faire que c'est autorisé. Chacun a évidemment un droit sur son image qui lui permet de s'opposer à toute utilisation de celle-ci qui serait faite sans son accord. Voilà, ça, c'est un principe qui est fondamental. Le droit à l'image, c'est un droit de la personnalité, comme le droit au respect de la vie privée. Donc, vous pouvez clairement, je réponds à monsieur, il peut clairement demander la suppression de ce contenu. Demander la suppression de ce contenu, d'abord, évidemment, à l'auteur du message, parce que c'est le principal concerné. Il arrive que cet auteur du message se fasse passer soit appelé par un pseudonyme. Ouais. Dans ce cas-là, si il veut vraiment aller plus loin et veut engager une action de justice contre lui, il peut retrouver son adresse IP via une autorisation par le juge. Sa connexion Internet qui donne l'adresse finalement physique. Hein. Exactement, qui lui permettra de toucher l'individu en personne. Sans quoi, ce sera bien difficile d'assigner un nom. Oui, Kiki du 24, pour un tribunal, ça, il faut au moins une citation, parce que sinon on peut le retrouver. Voilà. En tout cas, si l'individu ne veut pas supprimer, il lui reste toujours la possibilité d'adresser un message, une lettre, à l'hébergeur qui héberge ce contenu, pour lui demander de supprimer le contenu immédiatement. Mais donc on ne peut pas dire que la personne qui a mis une photo sur son profil Facebook, finalement est en tort puisqu'elle expose sa photo aux vues au-dessus de tous qui peuvent la récupérer. Oui, ça jouera évidemment, je comprends, ça jouera évidemment en sa défaveur, le fait qu'elle-même diffuse sa photo. Dire ça vaut risque et péril aussi, hein, c'est ça. Oui. Ça jouera certainement contre elle au moment de l'évaluation du préjudice. Voilà. Si vous-même vous l'avez mis en ligne, c'est que vous n'avez pas forcément eu si privé, si intime que ça. Exactement. Toutefois, la personne pourra se plaindre parce que l'utilisation finale n'aura pas été autorisée par elle. Évidemment, la condition fondamentale, c'est qu'elle soit identifiable. Hein. Il arrive parfois que sur les photos, on se reconnaisse nous-mêmes, mais... Il y a des photos de Maître Fusain, je peux dire qu'il n'est pas du tout reconnaissable. Mais c'est impossible, hein, même à la loupe, on n'arrive pas, dans des situations, on ne peut pas savoir. C'est mon intimité quand même. C'est vrai, non mais je le dis. Donc c'est vrai qu'il faut en tout cas agir, parce que le problème c'est qu'on peut se faire voler sa photo, elle peut se retrouver sur un site pornographique ou autre. C'est pas ça. Hein, non, je ne savais pas, c'était pas celle-ci dont je parlais. Mais non, mais c'est vrai que ça peut être très très problématique. Hein. Oui, bien sûr, parce que ça circule vite.
Ouais. Et donc on peut demander des dommages-intérêts civilement. Oui, c'est civil, hein, c'est civil, un préjudice qu'on répare uniquement. Hein. C'est uniquement civil, oui, tout à fait. C'est des cas qui arrivent souvent, ça, des détournements de photos comme ça, à votre connaissance Oui, les détournements de photos arrivent très fréquemment. Maintenant, c'est quand même assez rare que la personne aille jusqu'à signer en justice pour un détournement d'une photo, en tout cas sur des réseaux sociaux. Ouais. Dans d'autres cadres, ça peut arriver, bien sûr. Ouais, ça peut arriver. Merci beaucoup pour cette question. Donc, on est prudent lorsqu'on met des photos sur des réseaux sociaux, même sur son site internet, sur son blog. Il n'y a pas que Facebook ou Twitter. On fait attention de ne pas se faire piquer sa photo et si on s'en aperçoit, on peut agir contre la personne qui a détourné la photo et donc demander de dommages-intérêts. Mais il faut se prévenir d'un préjudice, mais ce n'est pas évident non plus d'invoquer un préjudice quand une photo est mise sur une autre page Facebook. Mais bon, ça peut. Ça peut. Merci beaucoup en tout cas Boris pour cette réponse. Voilà, c'est la fin de cette émission. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui en droit fiscal comme d'habitude avec Maître Suissard, en droit de la famille avec Maître Sanzalone, également sur les sacs à main et l'économie et la propriété aussi industrielle, hein, finalement c'est ça avec Maître Spalter. À l'instant Boris qui nous a répondu également à cette question sur les photos de Facebook et puis également Dalia Arfielkeim pour le droit social, tout ce qui concerne votre liberté d'être chez vous tranquille, devant la télé, à regarder l'émission Avocat et ne pas répondre en même temps à son patron. Il n'y a pas de raison. Merci infiniment à vous cinq. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres questions que vous pouvez bien sûr nous adresser quand vous le souhaitez et autant que vous le souhaitez sur www.avocat.net, l'émission qui vous conseille. À bientôt.